lettre numéro K-PDT-Sénat-HK-335-HK335-2020 du 11 mai 2020 du président du Sénat. Note explicative du président des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou sur la crise politique dans ces deux provinces. De la méthode de travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. Audition du président des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou. Audition du vice-premier ministre, ministre de la Justice, ainsi que du ministre d'État à la décentralisation. Audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Audition du ministre des Finances. Audition du vice-premier ministre, ministre du Budget. Évaluation et recommandation. Du déroulement des travaux. L'audition du président des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou. Cette séance d'audition a eu lieu le 15 mai 2020 dans la salle des commissions. Dans leur déposition, les deux présidents qui étaient accompagnés chacun de son adjoint ont principalement fustigé ce qui suit. Les interférences du gouvernement central, aussi bien dans la gestion de leur province, mais de la déchéance de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Le protectionnisme dont bénéficient ces gouverneurs par certaines personnalités politiques. L'absence d'élections pour remplacer les gouverneurs déchus. La léthargie du gouvernement central a trouvé des solutions à tous ces problèmes. La confiscation par le gouvernement central de 60% des fonds de rétrocession des provinces. Il ressort de cet échange ce qui suit. Au Congo central, l'Assemblée provinciale a voté par motion la déchéance du gouverneur Atou Matubwana et l'arrêt numéro 1.15 en 724 juin 2020 de la Cour constitutionnelle a validé cette décision. Au Sankourou, le gouverneur est également déchu par l'Assemblée provinciale qui, en plus la mise en accusation devant le parquet général de la Cour de cassation, et le dossier devant cette juridiction est bloqué par le fait que le gouverneur a refusé de répondre aux invitations lui lancées et qu'il a voyagé pour l'étranger où il est bloqué jusqu'à ce jour, officiellement par suite des contraintes internationales relatives à la Covid-19. La Commission a constaté que la situation dans le Haut-Lomami est plus claire que celle du Congo central, en ce que le gouverneur de province a été déchu par l'Assemblée provinciale et la Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Après cet échange, la Commission a jugé opportun d'entendre les personnalités suivantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre d'État à la décentralisation, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Après ces personnalités, la Commission a envisagé de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement. Audition du vice-premier ministre, ministre de la Justice et du ministre d'État à la décentralisation. Les deux ministres ont été auditionnés le 4 juin 2020 dans la salle de conférence internationale du Sénat. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice, le dossier en rapport avec la situation dans les 4 provinces a été examiné lors du Conseil des ministres avec présidé le chef de l'État en date du 6 décembre 2019, à l'issue duquel une commission a été mise en place pour un examen approfondi. Cette commission composée de ministres ayant respectivement à leur charge l'intérieur, le budget, le plan, l'infrastructure et les travaux publics, la décentralisation et réforme institutionnelle, les ressources hydrauliques et électricité, la communication et médias, est placée sous la supervision, sous sa supervision
supervision avait bel et bien déposé ses conclusions avec des pistes de solutions. Le Conseil des ministres a préféré s'en remettre à la sagesse du président de la République et du Premier ministre. En substance, le rapport de la commission gouvernementale a conclu. Au Congo central, le gouverneur et son adjoint ont été déchus par l'Assemblée provinciale. Malgré cela, ils continuent à exercer leurs fonctions. Au Olomami, le gouverneur a été démis de ses fonctions par motion de défiance et la Cour constitutionnelle a validé sa déchéance par le rejet de son recours. À Ituri, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du gouverneur qui a déjà repris ses fonctions. Au Sankoro, deux procédures concurrentes, poursuite et mise en accusation, devraient se succéder, mais il y a eu inversion. La justice ne s'est pas encore prononcée, alors que le gouverneur de Chi, quoique absent du pays, continue à poser des actes à distance. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a conclu par la Constitution qui déclare que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Quant au ministre d'État à la décentralisation, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, sur la commission mise en place par le gouvernement, il a affirmé que la décision finale revient au président de la République et au Premier ministre qui devrait se réunir dans un autre cadre pour clôturer le cas du Congo central, dont le rapport de la commission ad hoc avait suscité quelques débats au niveau du Conseil des ministres. Selon lui, il y a lieu d'organiser de nouvelles élections dans les provinces du Olomami, du Congo central et du Sankoro. Le ministre a à cette occasion informé la commission qu'en date du 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle saisie en matière d'interprétation a rendu un arrêt valant, arrêt de principe demandant au gouverneur du Congo central de quitter aussitôt ses fonctions suite à sa déchéance et de remettre sa démission au président de la République. Par ailleurs, il a d'une part déploré le fait que les lois sur la décentralisation peinent à s'appliquer correctement. D'autre part, il a exprimé son vœu de voir le parachèvement du processus de la décentralisation en déplorant quelque peu l'ingérence de certaines personnalités dans les affaires de province. Quant à la rétrocession des fonds de province, il a déclaré que le gouvernement a décidé de débloquer chaque mois 2 mois, c'est-à-dire le mois en cours plus 1 mois d'arriéré pour récupérer le retard accumulé. Audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du ministre d'État à la décentralisation. Cette audition s'est déroulée le 11 juin 2020 dans la salle Kivu. Tout en reconnaissant que la question de la crise politique dans les provinces citées si haut demeure pendante, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dit n'avoir pas donné une quelconque instruction en faveur d'une partie dans ces conflits, ni avoir fait obstruction à une décision judiciaire dans cette crise, ni même avoir ordonné la fermeture d'une quelconque assemblée provinciale. Il a soutenu que le gouvernement a été amené à analyser la situation devant les différentes motions de défiance du gouverneur de province cité si haut, mais également à cause de pression des assemblées provinciales sur l'air exécutif, consécutivement au problème de la rétrocession des fonds de province par le gouvernement central. Le ministre a lui aussi fait mention de la commission ad hoc du gouvernement sur la question en insistant sur le fait que loin de constituer un tribunal, cette dernière n'a, au travers de sa démarche, voulu que ramener la paix en proposant aux uns aux autres de pistes de solutions. Il a indiqué que, hormis les Olomami où la situation est claire, les 2 autres provinces attendent une décision définitive, surtout qu'il y a encore une action en faux en écriture pour le Congo central et une mise en accusation du gouverneur pour les Sankoro. Quant au ministre d'État à la décentralisation et réforme institutionnelle,
Il a, en plus de sa déposition du 4 juin 2020, soutenu que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et lui-même attendent d'être saisis pour l'organisation de nouvelles élections avec la CENI. Défenseur de la décentralisation, ce dernier a appelé de tout ce jeu la décentralisation des finances. Audition du ministre des Finances. Le ministre des Finances a été auditionné le jeudi 11 juin 2020 dans la salle de commission. L'audition a porté sur les aspects financiers de la crise politique dans les 3 provinces. Il s'agit notamment de la rétrocession de fonds des provinces, de la Caisse nationale de péréquation, des arriérés des émoluments des députés provinciaux et autres fonds des provinces. Monsieur le ministre a présenté un tableau général sur le cadre macroéconomique du pays, caractérisé par la crise sanitaire actuelle qui provoque un déficit sans précédent d'environ 160 millions de francs congolais par mois. Je m'excuse. La dépréciation du taux de change et la montée du taux d'inflation. Cette situation, a-t-il dit, s'est aggravée avec le programme de la gratuité de l'enseignement primaire qui n'était pas pris en charge. Il a ainsi conclu par un effet d'éviction quant aux dépenses non programmées, mais qui ne demeurent pas moins contraignantes. Concernant la Caisse nationale de péréquation, le ministre des Finances a relevé que le seul problème qui reste, c'est l'instruction permanente en vue d'alimenter les comptes, les structures opérationnelles ayant déjà été mises en place. Il a relevé que les discussions sur les mesures réalistes à prendre sont en cours avec le ministre d'État en charge de la décentralisation, en signalant toutefois que le contexte socio-économique actuel a conduit le gouvernement à réduire de moitié le 10% de l'enveloppe prévue quant à ça. Il a affirmé que la priorité sera accordée aux provinces les plus pauvres avec l'idée de niveler les écarts existants. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour appeler l'implication de toutes les institutions, mais du Parlement notamment, dans la mobilisation des recettes en vue de bien alimenter cette caisse qui doit fonctionner dès le mois de juin 2020 ou de juillet de cette même année. Il a également évoqué des mesures à prendre sur la crise sanitaire et sur la dépréciation monétaire. À ce sujet, il a déclaré qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir dans le cadre des politiques économiques à adopter dans le but d'éviter des effets pervers. Il a estimé qu'il y a lieu de maintenir la perception de l'impôt professionnel sur le revenu et de restaurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pharmaceutiques et autres. Pour pallier la dépréciation monétaire et la hausse du taux d'inflation, il a préconisé deux choses à savoir. Une politique budgétaire restrictive qui exclut toute dépense à caractère inflationniste. Une politique monétaire prudente, mais orthodoxe, qui exige d'opérer par moment la destruction monétaire en vue d'une création monétaire. Quant au financement de l'organisation des élections dans les provinces pré-rappelées, il a déclaré attendre le mot d'ordre pour procéder à l'ordonnancement. Sur autorisation de la présidence de votre commission, le ministre des Relations avec le Parlement, qui a accompagné le ministre des Finances, a sollicité au sénateur cette issue. Un suivi sur la gestion par le gouverneur de province des fonds envoyés par le gouvernement central au profit des entités territoriales décentralisées et des députés provinciaux, étant donné que dans la plupart des cas, les dits fonds sont confisqués par certains gouverneurs. Leur implication dans la nomination des dirigeants des provinces, qui souvent sont nommés sur base d'aucun critère objectif. Tous les détails sur les auditions prédécrites sont à retrouver dans les procès-verbaux des dites réunions. Audition du vice-premier ministre, ministre du budget. Le premier ministre, ministre du budget, qui était accompagné de son vice-ministre, a été auditionné le mardi 22 juillet 2020 dans la salle de commission.
Son audition a porté sur les aspects financiers de la crise dans les 3 provinces et a été jugée opportune après l'audition du ministre des Finances. Il s'agit notamment de la rétrocession des fonds des provinces, de la Caisse nationale de péréquation, des arriérés des émoluments des députés provinciaux et autres fonds des provinces, ainsi que du budget pour le financement des élections des gouverneurs de provinces concernés. Dans son exposé, le vice-premier ministre du budget a commencé par rappeler les 4 étapes qui caractérisent le processus d'exécution des dépenses publiques, à savoir l'engagement par les services bénéficiaires, la liquidation par le ministre du budget après examen et vérification de la régularité de la dépense, l'ordonnancement par le ministre des Finances ainsi que le paiement par les gouverneurs de la Banque centrale. À cet effet, il a souligné que son ministère n'intervient que dans la liquidation. Ainsi, pour ce qui est de la situation financière des provinces et de la Caisse nationale de péréquation, il a déclaré la morosité du contexte macroéconomique caractérisé par la pandémie de la COVID-19 après plusieurs effets d'entraînement. Il a été amené à adopter une gestion prudentielle du budget. Néanmoins, le vice-premier ministre du budget a déclaré qu'il a d'ores et déjà procédé à la liquidation des dépenses concernées sur base du plan de trésorerie et qu'il n'a à ce jour aucun arriéré. Il sait situer les blocages constatés. Concernant la Caisse nationale de péréquation, tout en se félicitant de l'actuelle équipe gouvernementale qui est la première à l'inscrire au budget de l'État, que le Parlement a approuvé, il a indiqué que c'est à partir du mois d'avril passé qu'elle aurait dû être opérationnelle. 38 milliards de francs congolais ayant été depuis lors liquidés. Et comme dit précédemment, il sait à quel niveau se situe le problème. Pour cela, il a laissé aux représentants du peuple la latitude de suivre de près la situation et de contribuer dans la recherche de solutions, surtout face aux éventuels effets d'éviction. Les principales préoccupations des membres de votre commission ont porté sur le fait que le vice-premier ministre du budget et le ministre des Finances se contredisent en se renvoyant les responsabilités de l'inexécution des dépenses de l'État. L'inégalité de traitement des émoluments des députés provinciaux, le budget pour l'organisation des élections des gouverneurs des provinces concernées. Le vice-premier ministre du budget a répondu à ces préoccupations. Sur les responsabilités de l'exécution des dépenses, il a demandé aux membres de la commission de s'impliquer dans la recherche de la vérité. Il a pour ce faire exclu l'hypothèse d'un éventuel ballotage entre les 2 ministres, car, a-t-il estimé, le gouvernement reste un et solidaire. Parlant des inégalités dans le traitement des émoluments des députés provinciaux, il a affirmé que les différences constatées proviennent plutôt des capacités mobilisatrices de chaque province. Évaluation et recommandation. Observation de la commission. Après toutes ces séances d'audition et considérant plusieurs éléments obtenus, la commission a tiré les observations suivantes. La violation à répétition de la Constitution et de la loi sur la libre administration très souvent dans les affaires intérieures des provinces et les judiciaires engagées. Les ministres auditionnés sont divisés sur cette question d'interférence. La violation de l'article 160, alinéa 2 de la loi électorale qui oblige le gouverneur déchu à démissionner dans le 24 heures suivant la notification de sa mise dans l'accusation. La léthargie du gouvernement central a réagi rapidement devant les situations qui enclenchent des problèmes entre institutions provinciales. L'existence de lacunes dans la loi sur la libre administration des provinces
quant au rapport entre le pouvoir central et les provinces, la mauvaise application des lois relatives à la décentralisation, le défaut d'application des dispositions constitutionnelles et légales existant en matière de gestion des rapports entre le gouvernement central et les provinces d'une part, et d'autre part, entre les institutions provinciales. Les difficiles rapports entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, notamment en ce qui concerne la gestion des recettes locales. Le retard dans le transfert des fonds de province et la précarité des moyens mis à la disposition des autorités provinciales qui sont ainsi exposées, pour la plupart des cas, à des démarches de mendicité. L'absence constatée de l'autorité de l'État en province. L'absence d'infrastructures de base et de sièges des services publics dans la plupart des nouvelles provinces, issues du démembrement et d'injustice dans les traitements des salaires et des frais de fonctionnement au profit de Kinshasa. La Caisse nationale de péréquation qui peine à fonctionner, la mauvaise application par le gouvernement central de la rétrocession des fonds de province, l'urgence et la nécessité pour le Sénat d'intervenir en tant qu'émanation et représentation des provinces, l'inertie du gouvernement dans la saisine de la CENI pour l'organisation de nouvelles élections dans les provinces en crise. Recommandations. De ce qui précède, votre commission propose les recommandations suivantes au gouvernement. La formation des autorités provinciales sur leurs rapports avec le pouvoir central ou entre elles, d'une part, et d'autre part, sur les procédures contentieuses organisées par la loi. Le renforcement de l'autorité de l'État en province, la nécessité d'une attitude responsable et rassurante face aux problèmes des provinces pour éviter l'excès de confiance et la naissance de rébellions et d'autres situations incontrôlables consécutives aux frustrations et malaises que connaissent les provinces, le parachèvement du processus de la décentralisation, l'alignement des émoluments des députés provinciaux dans les dépenses contraignantes, l'inscription des émoluments des députés provinciaux dans les recettes locales, l'organisation en urgence des élections de gouverneurs dans les provinces du Congo central, du Haut-Lomami et du Sankuru, à l'autorité législative. La modification de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces par l'insertion d'une disposition impartissant au gouverneur de province d'un délai avant son entrée en fonction pour présenter son équipe gouvernementale ainsi que son programme. L'implication du Parlement dans la collaboration prévue au titre 3 de la loi précitée devant les situations de crise entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, l'adoption d'une loi portant décentralisation des finances publiques, l'adoption des dispositions légales pouvant protéger la procédure de motion en particulier et les contentieux devant les assemblées provinciales en général, mais pouvant également limiter les pouvoirs d'un gouverneur déchu, l'implication dans la mobilisation des recettes nationales en vue de bien alimenter la Caisse nationale de péréquation au Sénat, le suivi du dossier de la crise politique sous examen jusqu'à l'installation de tous les gouverneurs des provinces concernées, la mise en place d'une commission d'enquête pour le Congo central et le Sankuru ou des situations de mer confuses. Faite à Kinshasa le 22 juillet 2020, la rapporteure, la vice-présidente. Merci, Président. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues, vous venez d'entendre, de suivre la lecture du rapport de votre commission. Vous aurez remarqué comme moi que ce rapport n'est plus d'actualité, bien que plusieurs recommandations restent valables. Au lieu d'engager un
le bureau vous propose que notre commission puisse poursuivre le travail en prenant en compte les nouvelles situations et que cette fois-ci rapidement nous puissions prendre les recommandations qui pourront être appliquées. Parce que vous voyez la plupart des recommandations, même l'engagement pris par les membres du gouvernement n'a pas été exécuté. Le budget 2020, il a été clos sans que les 38 milliards de la caisse de péréquation soient déboursés. Ils avaient pris l'engagement de payer chaque mois, un mois, plus un mois de retard pour attirer les arriérés. Au contraire, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 ou 13 mois d'impayement de nos députés provinciaux. Et je pense que les recommandations allant aussi dans le sens de réviser la loi sur la libre administration des provinces s'imposent. Mais l'Assemblée reste souveraine. Je ne fais qu'une proposition. Je voulais vous proposer que nous puissions d'abord remercier la Commission pour le travail abattu, mais qu'elle ne puisse pas s'arrêter en si bon chemin, qu'elle poursuive le travail et que aussitôt que le travail sera terminé, qu'il soit présenté à la plénière. Parce que vous voyez, quand on examine un rapport 6, 7, 8 mois plus tard, il n'est plus d'actualité. Or, notre temps est quand même précieux. Je vais donc vous consulter s'il y a quelques intervenants sur la proposition que nous faisons et après nous allons nous prononcer. Collègue Mobutu, vous avez la parole. Oui, merci, Madame Présidente, la parole. J'aimerais juste avoir une précision par rapport au travail que vous avez demandé à la Commission. C'est sur quel travail exactement qu'ils doivent se pencher? Parce que bon, est-ce que c'est juste sur les provinces indiquées dans le rapport ou c'est sur d'autres problèmes qui touchent maintenant d'autres provinces? Non, ils vont refaire carrément un état des lieux général sur les 26 provinces. Parce que même les provinces citées ici, la situation a déjà changé. Au Congo central, le président de l'Assemblée n'est même plus là, c'était Matousila, il n'est plus là, et ainsi de suite. Et donc, ils vont faire un état des lieux général, province par province, et ils nous amènent le rapport. N'oubliez pas que nous, lors de notre campagne, nous avons dit que nous allons renforcer cette fois-ci les liens et les rapports entre nous, Sénat, et que même les provinces dont nous sommes l'émanation. Autre intervention. Merci, honorable président. Moi, je suis inquiet. Notre commission nous a produit un très bon rapport et a formulé des recommandations. Et parmi les recommandations et les observations, c'est qu'il y a violation à répétition de la Constitution. Devrions-nous continuer à attendre? Parce qu'on a cité ici le cas du Congo central. L'Assemblée provinciale a pris une décision conforme au texte en vigueur en République démocratique du Congo. Normalement, les gouverneurs doivent démissionner dans les 24 heures. Ils refusent de démissionner dans les 24 heures et ils continuent à prester. Nous allons au Sankourou, les gouverneurs prétextent qu'il y a Covid, il ne sait pas se présenter. Nous allons au Olomami. L'Assemblée prend une décision. Ils refusent de démissionner dans 24 heures. Mais nous, comme émanation de province et défenseurs de province, est-ce que nous devons continuer à accepter cet état des choses ou nous devons prendre une recommandation maintenant, à la lumière du rapport tel qu'il est présenté, pour que toutes ces provinces-là concernées par le rapport, qu'on saisisse l'autorité chargée d'équilibre au niveau des institutions
faut qu'il soit pris une décision. Autrement, dans toutes les provinces, on va assister à la même chose. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que, bon, les gouverneurs, ils s'en foutent parce que, bon, quand on a pris une motion, le lendemain, il est réhabilité et les instituts de province ne vont pas. Ma recommandation, honorable président, est que pour les provinces pour lesquelles le rapport est clair, il faudrait que ces 3 gouverneurs déposent leur démission. Parce qu'ils sont en violation de la loi. La loi dit 24 heures après. Ils sont là 2 ans après ou une année après une motion et ils refusent de déposer la démission. Voilà le sens de mon intervention, honorable président. Oui, collègue Kambaï, je vous donne la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Je ne sais pas pourquoi notre collègue Molich veut qu'on ouvre le débat maintenant. Nous avons voulu revenir sur votre sagesse de renvoyer ces documents parce que ça fait plusieurs mois qu'il y a déjà des solutions qui ont été déjà trouvées. Et il y a aussi d'autres provinces qui sont actuellement dans le même cas. Même si nous avons voulu faire le débat sur ce document, même si nous avons félicité notre commission, mais il y a à boire et à manger là-dedans. Trop de confusion sur les fonctions même du Parlement par rapport au conflit que nous avons voulu créer aussi avec les cours et tribunaux. Je crois. L'article 151 de la Constitution est clair, l'article 168 aussi de la Constitution. Il y a beaucoup de choses à dire. Bref, je voudrais revenir à votre sagesse, comme vous venez de le dire, qu'on renvoie carrément ces documents et que qu'on fasse carrément l'état des lieux sur l'ensemble des 26 provinces. À ce moment-là, on pourra revenir pour un débat. Soutirer seulement juste une seule question, Congo central, mais il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Monsieur honorable président, c'était pour vous soutenir et rejeter carrément la position du docteur Molicho qui veut que nous puissions faire le débat à ce niveau. Même si docteur Molicho est soutenu par l'honorable Kimbuta qui vient d'arriver. Le collègue Kimbuta, vous n'avez pas la parole et vous n'êtes pas le porte-parole du syndicat des gouverneurs de province. Collègue Guérengo, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je vais d'abord épouser la position du collègue Molicho. Le travail, il est parfait, même s'il y a quelques contradictions dans l'approche. Quand vous lisez à la page 3, pour la province de l'Ituri et Congo central, mais le vrai problème, c'est le principe. Le principe est que si la Cour constitutionnelle rend son arrêt, il ne sert à rien de divaguer, sinon c'est de la rébellion. Et tout ce qu'ils ont dit dans leur rapport, ils ne vont pas se dédire, ils ne vont pas redire, même si vous voulez que la commission reprenne le travail. La commission dira la même chose. Moi, je pense que les recommandations qui sont faites, elles sont correctes, elles sont d'actualité. Il faut insister qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle rend un arrêt, mais c'est fini, le gouverneur n'a pas fait la rébellion. Pour terminer, sur le président, peut-être la procédure, quand il y a intervention, vous pouvez faire mieux d'écouter d'abord la salle avant de prendre position. Je comprends que votre professeur d'université, quelquefois, cette excellence-là vous passe par la tête. Donc laissez-nous intervenir et concluez après. Parce que quand vous commencez à donner une position, vous bloquez toute la salle. C'est avec respect que je vous fais cette observation, monsieur le président. À vos ordres, chers collègues. Collègue Manza. Merci, honorable président. Je partage le point de vue de mes prédécesseurs et je félicite énormément la commission qui a fait un travail remarquable. Moi, je voudrais insister sur l'urgence et surtout sur l'implication de notre institution, le Sénat. Je suis rentré de nos petites vacances parlementaires qu'on a eues après l'élection, votre élection, l'élection de ce bureau. Mais à la base, on nous pose la question de savoir quelle est l'importance du Sénat. Depuis qu'on a commencé, je n'ai pas encore entendu ici, on n'a pas, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas la connaissance,
est-ce qu'on a déployé des commissions d'enquête parlementaires sénatoriales sur le terrain? Il se pose énormément de problèmes. Et la population sur le terrain a l'impression que le Sénat est vraiment absent dans toutes les crises qui se passent dans les provinces. Je crois qu'il y a une chance, il y a lieu que le Sénat se fasse remarquer de ce point de vue-là. Et donc je voudrais insister que la commission qui a fait un travail remarquable puisse l'actualiser par rapport à d'autres crises qui se sont créées après, mais qui est surtout insister sur le rôle du Sénat, qui est l'émanation de province. Apparemment, on est un peu absent vis-à-vis de toutes les difficultés, de toutes les crises qui se passent dans nos provinces. Voilà, merci. Merci beaucoup. Collègue Mapenzi. Merci, Président. Je voudrais me prononcer favorablement par rapport à la proposition que vous veniez de donner et dire qu'il y a vraiment nécessité qu'on puisse actualiser le rapport en élargissant à d'autres provinces, parce que réellement il y a des provinces. Nous avons fait remarquer presque la même situation à travers nos rapports de vacances parlementaires que nous avons déjà remis pour certains. Mais entre-temps, je voudrais proposer que nous puissions fixer un délai. Qu'on donne un délai à la commission, un délai relativement court, de plus ou moins 2 semaines, 1 minute, parce qu'ils peuvent même se référer à nos rapports de vacances parlementaires. Et nous avons donné la situation de chaque province, selon que les sénateurs se sont déployés. Je voulais aussi proposer que, au niveau des constats, dans la présentation du travail, qu'on puisse responsabiliser les acteurs, c'est-à-dire les ministères concernés. Parce que les constats sont formulés de façon globale en disant le gouvernement. Mais au sein du gouvernement, il y a tel ministère qui a failli à telle mission. C'est bien que nous puissions responsabiliser les ministères, et c'est sur base de cela qu'au niveau même des recommandations aussi, on doit spécifier que quand on adresse telle recommandation, elle concerne tel ministère, parce qu'après, si on fait des recommandations, c'est pour qu'on aille aux actions. Voilà un peu ce que je voudrais proposer pour que le travail soit amélioré. Collègue Lelo. Il n'est pas là? Non, j'ai le nom de Katouma, mais Lélo n'est pas dans la salle. Il est là. Mais vous êtes inscrit, parlez, chers collègues. Merci, Président. On salue les travaux participés à notre commission. J'allais dire sans objet, sinon, concernant ce travail, il y a lieu d'exploiter ce travail. Puis, vous conviendrez avec moi, il y a des points qui font objet des injustices, il faut dire. Je suis à la page 10, où les ministres ou les responsables des finances du gouvernement confirment il y a plusieurs variantes en ce qui concerne le traitement des députés provinciaux, ce qui est une aberration. Et c'est là constitutionnel ou c'est à l'appréciation de l'actuel gouvernement qui est d'ailleurs démissionnaire. Puis là, vous allez convenir avec nous que nous avons intérêt de rendre ce genre de travaux suivant un target. Aujourd'hui, le résultat est là, par rapport à la réalité, les choses ont évolué autrement. Il y a une opportunité qui nous contraint d'ailleurs à revenir sur ce travail de manière généralisée. Sur ce, je passe la position de l'honorable Molicho et son pesant d'ordre. Nous devons connaître ce travail. J'ai noté une contradiction
dans vos propos, parce que ce que le collègue Moricho a dit est bien différent de ce que le collègue Mapenzi, le collègue Kambaï et les autres ont dit. Bien, nous continuons. Collègue Kabamba, et puis la dernière sera la collègue Vicky Katouma, et puis Kaumba. Collègue Kabamba. Ah, ok, merci. Ok. Allez-y, collègue Kabamba. Merci, la parole. On devrait carrément terminer avec les problèmes qui posent pas le problème. Je pense par exemple le Congo central. Le dossier est clair. Il faut seulement que le Sénat fasse une recommandation au niveau du gouvernement à respecter l'article 162. Je pense que tout est clair. La seule recommandation que nous devons adopter, c'est que le ministre de l'Intérieur autorise la CENI à organiser les élections. C'est déjà clair, on attend qu'on avance après pour d'autres provinces. Merci, Honorable Président. Merci. Le collègue Guérin m'a interdit de faire le commentaire. Collègue Katouma, vous avez la parole. En fait, parce que quand on dit que tout est clair, moi je sais que ce n'est pas clair. Vous me dites au Congo central c'est clair. Comment c'est clair? Oui, Honorable Président, vous pouvez m'accorder la parole. Oui. Il y a déjà la décision de la Cour constitutionnelle, 17 articles à section 168. D'accord. C'est l'obligation, on doit le système. Merci, Honorable Président. Merci beaucoup. Merci, je prends la parole. J'ai beaucoup de respect pour les mamans. Si c'était clair, il ne serait plus là. Si c'était si clair, il ne serait plus là. Voilà. Vous n'avez plus la parole. Ok, mais pour le moment, c'est clair, il n'y a pas à discuter. On a juste besoin de la recommandation du Sénat au niveau du ministère de l'Intérieur de notifier la CENI, on organise les élections. Merci. D'accord, merci beaucoup. Collègue Katouma, vous avez la parole. Oh, ils sont fatigués. Vous ne voulez pas que Kimbuta parle? Alors, Kimbuta parle avant, alors. Non, c'est moi qui ai la parole. Vous me l'avez accordé? Je voulais accorder, mais on dirait que vous ne vouliez pas la prendre. Non, mais je n'avais pas encore le micro. D'accord, vous Merci, avez la parole. Président. Je tiens aussi à féliciter les membres de la commission pour le travail abattu par rapport à tous les problèmes que nous avons dans nos provinces. Monsieur le Président, ces problèmes récurrents partent de la décentralisation. La décentralisation a été très mal conçue. La décentralisation a été très mal gérée dans notre pays. Je me rappelle, j'étais encore député, membre de l'ECOFIN, lorsqu'on s'était précipité à voter la loi sur la programmation de nouvelles provinces, il y avait un problème budgétaire qui s'était posé. Parce que moi, à l'ECOFIN, on n'avait pas voté un budget accompagnant la mise en place de nouvelles provinces. Ça posait problème. À partir de là, il y a eu une précipitation que nous, on n'a pas comprise. Tout ça, c'est parce que la politique influe sur tout ce que nous faisons. Il y a eu des règlements de compte, des gens qui voulaient se régler de compte. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au bout du mur. Ça n'est qu'une parenthèse. Honorable Président, j'appuie votre point de vue. Parce que déjà, le rapport présenté, les juristes sont là. C'est un rapport qui est frappé par la prescription. Donc, qui a dépassé le temps nécessaire pour que nous nous prononcions. Qui parle de l'intervention du Sénat, mon président, je suis devant l'article 196 de la Constitution qui stipule, nous sommes dans le chapitre 2 qui traite des provinces. Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l'article 3
de la présente Constitution. Je vais à l'article 3. L'article 3 dispose: les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par des organes locaux. Alinéa 2. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Je m'arrête là, honorable président. Je ne vois pas l'intervention du Sénat. Le Sénat, c'est juste un cadre de consultation. Le Sénat consulte les provinces. Le Sénat ne peut pas influer sur la décision des provinces. Parce qu'il y a certains collègues qui disent que le Sénat doit décider. Le Sénat ne peut pas décider sur le fonctionnement des provinces. Voilà, je voulais juste clarifier. Je vous remercie en précisant. Merci, collègue Kimbuta. Et le collègue Kaoumba sera le dernier. Merci, honorable président, pour la parole. Si réellement nous voulons être un état de droit, comme nous communiquons souvent, je ne pense pas que ce soit la chanson de Roland. Nous sommes suivis également à l'international. Moi, je ne voterai jamais quand vous voulez généraliser abusivement la décision par rapport au rapport de la commission. La constitution du pays est bafouée et nous nous amusons à dire, bon, on va avoir un peu d'actualité, le rapport est dépassé. Mais nous marchons sur la constitution, le sénateur, nous décidons de marcher sur la constitution du pays. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Il dit, je dis quoi? Il ne comprend même pas ce que je suis en train de dire. Le rapport dit clairement. Collègue Kambaï, vous n'avez pas la parole. Merci de me protéger, honorable président. Le rapport nous signale clairement que la constitution du pays est violée constamment. Les décisions de la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être sujets à débat. Ça s'applique. Mais ça n'a pas été fait. C'est ce que le rapport nous dit. Et c'est vrai. Nous disons, bon, attendons, puisqu'il y a d'autres, il y a l'évolution sur le terrain, qu'on donne, il y en a qui disent même 2 semaines. 26 provinces en 2 semaines. Seront-ils capables de le faire? S'il vous plaît, honorable président, nous sommes suivis. Nous devons commencer par respecter la Constitution et les lois de notre pays. Nous sommes un parlement. Nous sommes pas une association de football ici. Nous sommes un parlement. Et on parle de la loi fondamentale du pays. Nous nous prononçons, et pour les autres cas, il y a la part de choses ici. Il y a une partie du rapport où nous devons nous prononcer, comme ça, l'opinion constate que le Sénat protège la loi fondamentale et les lois de la République. Donc je proposerai que le rapport soit scindé en 2. C'est très bien de voir le problème dans d'autres provinces, comment ça a évolué. L'État est lié comme vous l'avez proposé. Mais là où il y a violation de la Constitution, là où il y a violation de loi de la République, nous ne pouvons pas remettre ça à une période, à une date ultérieure. Nous devons
nos promotions parce que nous devons protéger cet état de droit. J'ai dit. Merci collègue Kaumba, et je vois le collègue Denis qui insiste, il sera vraiment le dernier sur cette question. Collègue Kaumba. Merci, honorable président. J'aimerais commencer par rappeler une chose. Hâtons-nous lentement, car nous n'avons pas de temps à perdre. Hâtons-nous lentement, car nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons suivi